Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi Lance Foot pour passer un super moment. On est ensemble pendant 1 heure. Bienvenue dans l'univers Lance Foot, l'univers où vous allez prendre plaisir. L'émission 100% Racing Club de Lens, vous le savez, ici c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devrait être dit sera dit. Voilà, super. Je veux dire, et Captain il est toujours au taquet là-dessus. Bon, regardez, ils sont là. Franck Quedru, Rémi Buzine, Eric Sicora et Sylvain Charlet. C'est eux qui forment la Dream Team des consultants de Lance Foot aujourd'hui. Bonjour messieurs, comment ça va ? Salut, ça va ? Ça va très bien. Ça va bien, merci. Bon, on va commencer déjà l'émission par souhaiter la bienvenue. Regardez, juste au-dessus de moi, nous avons notre nouveau partenaire, lensois.com. Maintenant, nous sommes toutes les semaines en vision sur lensois.com. Donc voilà, un grand bravo. On leur souhaite la bienvenue. On a trouvé ça presque normal qu'un nouveau média comme Lance Foot qui grimpe, s'associe à une marque aussi prestigieuse que lensois.com, qui est le site de référence sur l'actu du Racing Club de Lens. Donc voilà, on en est très fiers. Il y aura de belles choses à venir avec eux. En tous les cas, on est donc sur lensois.com en vidéo. Messieurs, on va commencer alors là avec quelque chose, parce que la semaine dernière, mon Sico, c'était ton anniversaire. Ouais. Déjà, bon anniversaire. On peut te le souhaiter là, à tout le monde. C'est gentil. Happy birthday, mon ami. Bon anniversaire. Merci. Je ne savais pas. Feliz Navidad. Je ne savais pas que tu avais des talents, que tu avais un talent caché, parce que alors donc, on le sait, tu es très bon balle au pied, tu es également très bon maintenant devant un micro, parce que alors là, Je m'attends au pire. Là. Il a peur. Je suis pas serein. Mais je sais maintenant que tu as des talents de chanteur. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Est-ce que tu sais que tu es un bon chanteur ou pas ? Non, je sais pas chanter, je sais déconner, mais c'est tout. Ah non. Ah non. Non, c'est vrai. Ah non, c'est vrai. tu sais chanter. La Mais preuve, vas-y, attention, écoute, parce que tu sais, écoute. souvent on dit tu repasseras dans mon jardin. Alors attention à toi, Cyril. Écoutez, Captain Sico, et ensuite on vous explique d'où ça vient. Numéro 2 sur le maillot. Captain Sico, c'est un torero. C'était où ça ? Captain Sico. Captain Sico. Je connais que ces deux trucs-là, mais bon, moi, je vais me tenter, quoi. Il est dans le tempo, hein. C'était où ça ? Je suis meilleur sur le terrain que devant un micro en train de chanter, c'est vrai. Et ça, c'était, alors tu sais que j'ai retrouvé ça, remonte à plus de, 20 ans. C'était une interview d'un journaliste. Je crois que c'était France 3 à l'époque, qui t'interviewait et qui te, donc voilà, tu passais à la téloche en plus, hein. Et donc, il parlait de la chanson faite par un supporter. C'est à l'époque, il y avait 3 chaînes. TF1, Antenne 2 et FR3. Donc voilà, c'était le petit cadeau. Ce cadeau, c'est pour moi, mon capitaine. Bon, c'est gentil. Je pensais que tu allais me dire tu as une petite prime, mais non, même pas, tu vois. Non, même pas. Non, même pas. Pourtant, il y a un nouveau partenaire, tu vois. Les consultants, rien du tout. On voit rien, les consultants. Rien du tout. Bon, on va commencer par un message, les amis. Un message d'un étudiant qui nous a envoyé ça d'Allemagne. Écoutez, parce que ça, franchement, ça donne du baume au cœur pour toute la team de Lance Foot. Je suis étudiant en droit en Allemagne et une fois par semaine, mon job étudiant m'emmène dans différents quartiers de Cologne distribuer des papiers dans des boîtes aux lettres. Autant vous dire qu'avec le temps qu'il fait et l'épreuve physique, que ça me demande de marcher des heures dehors le sac chargé. Votre émission dans mes écouteurs tombe à pic toutes les semaines. Un grand bravo pour votre travail. D'un supporter lensois de 20 ans, et ce depuis mes 6 ans. Oui, je n'ai connu que les années galères. Alors quel pied cette saison qui porte fièrement les couleurs sang et or en Allemagne. C'est pas la classe, ça, les gars ? Génial. Magnifique. Ouais, c'est top. Je l'avais vu, moi. Ça fait du bien. Bon, au menu de cette émission, on va débriefer le match face à Rennes. On attendait beaucoup de ce match. Eh bien, on s'est endormi au bout de quelques minutes. Demander le programme Reims-Lens. Oui, quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe rémoise, et puis on verra ça donc avec nos consultants. Le jeu des pronostics, attention, ça marque cette semaine. 3 consultants prennent des points. Dans l'actu Lance Foot, on saluera le beau geste du beau gosse, du boss Joseph Augourlian. On s'arrêtera aussi sur les prolongations de contrat et le message fort de la direction. Et puis on parlera de la Coupe de France. Faut-il en profiter pour faire tourner ou la jouer à fond et espérer faire un joli parcours ? Eh bien, on débattra avec tous les consultants. C'est parti, vous l'avez compris, émission très chargée
un menu complet. Lance Foot épisode 19. On commence avec le café crème et le tacle par derrière. Jingle. Lance Foot. Le café crème et le tacle par derrière. Alors, qui a été élu café crème pour ce match face à Rennes? Match nul donc face à cette équipe. Eh bien, c'est Facundo Medina qui a été élu par les supporters. 47% des voix. Tchèque Doucouré arrive en deuxième avec 28% et Jonathan Grady avec 18%. Jean Bonfrit nous envoie un message. Medina est en train de revenir au niveau qui est le sien depuis Marseille. Ça fait plaisir à voir. Peut-être grâce à la fin du mercato. Point d'interrogation. Du coup, mon café crème sera pour lui cette fois, pourvu que ça dure. Aka Leroy, café crème parfumé, vanille pour Medina, toujours sur les bons coups, que ce soit défensivement ou offensivement, même s'il y a toujours cette intensité où il prend beaucoup de cartons jaunes, mais il revient à son niveau de début de saison. Et puis un dernier, c'est Félix qui dit café crème pour Fakou, qui reprend des couleurs. Ça fait du bien et ça nous change de ces dégagements des derniers matchs où on serrait méchamment les fesses. Messieurs, Medina, une nouvelle fois, très costaud. Qu'avez-vous pensé de sa prestation? Eric? Il confirme les deux derniers matchs qu'il a fait avec le club. Je trouvais qu'il avait retrouvé des jambes depuis quelques semaines. Là, ça se vérifie encore sur ce match-là. Il est costaud dans les duels. Bon, après, dans les relances, il y a toujours un moment où il y a je veux dire une touquette en rigolant, mais à un moment, en première mi-temps, il met un ballon en touche alors qu'il y a un coup franc pour nous et il veut jouer à l'opposé, mais en touche. Et par moment, dans les relances, c'est pas toujours ça. Mais en tout cas, je trouve que dans les duels, et rien que le fait de le voir courir, je trouve qu'il est sur le bon chemin pour revenir et retrouver le Medina qu'on a connu en début de saison. On a quelques stats sur Medina pour ce match face à Rennes. Regardez, 4 duels sur 6 de gagnés, 84% de passes réussies, 2 interceptions, 3 tacles réussis et 2 dégagements. Sylvain, Medina, ça commence à avoir la carrure patron, là. J'ai pas forcément envie aussi d'aller dans le sens taille patron. Ce qui est bien, c'est qu'il a démontré que ce qu'il avait fait en début de saison, il était capable de le refaire. Donc là, il faut y aller doucement. Il ne faut pas non plus le mettre sur le trône de la défense en soi. C'est bien, continue de travailler. Eric l'a dit, il y a encore des choses à améliorer. Il y a de temps en temps dans le match où il nous fait encore un petit peu peur avec sa fougue désormais légendaire. Non, voilà, il faut qu'il continue à travailler. Et puis, je pense qu'il va enchaîner les matchs dans cette défense centrale lensoise parce qu'un Medina à un niveau plus qu'intéressant, c'est un Medina titulaire dans la défense à 3 du Racing Club de France. Rémi et Franck, le Medina là, qui revient, comme le disait tout à l'heure Jean Bonfrit, est-ce que ça a un rapport avec la fin du mercato? Est-ce que ça y est, il se dit je suis libéré, maintenant j'ai une fin de saison à faire, enfin une deuxième grosse partie de saison à faire et je la fais comme on l'avait vu en tout début de saison? Rémi, ton micro n'est pas levé, donc je pense que c'est un impact. On donne la parole à Franck, tu parleras après. Fallait lever ton micro. On y va, Franck. Non, je pense pas. Je pense qu'il lui a fallu du temps après la sélection et la blessure. Pour revenir à un niveau, faut enchaîner les matchs de toute façon. Donc là, c'est vrai que quand il a repris au départ, on a eu peur, mais parce que physiquement, je pense qu'il n'est pas la route. Et l'enchaînement des matchs fait que maintenant, il récupère ses capacités physiques et donc aussi un peu plus de lucidité, j'ai envie de dire, dans le jeu aussi et dans les duels. Bon, c'est ce qui lui manquait, l'intensité qu'on avait vue dans la première partie de saison. Et là, on la retrouve parce que justement, il est bien physiquement. Rémi, Buzine. Il y a eu un impact à partir de la sélection en Argentine. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de psychologique de ce côté-là? Pour moi, il y a un enchaînement quand même quelque part. Il y a eu quand même des sollicitations sur le mercato et on voit que le mercato se termine et en même temps, il revient bien aussi. Alors, c'est toujours difficile à dire parce que ce que Franck dit, ça se tient aussi quelque part. Mais c'est vrai que pour un joueur qui arrive ici, il faut aussi parler d'adaptation au niveau du climat. C'est-à-dire, tu arrives dans une. On en a parlé la semaine dernière avec Johan Lachor. C'est-à-dire, quand tu arrives d'Amérique du Sud, tu arrives en France, tu n'as pas forcément tout de suite tes repères. C'est un nouveau championnat, c'est une nouvelle vie, un nouveau climat. Il y a ça, mais c'est vrai qu'on a l'impression que la sélection d'équipe d'Argentine, ça l'a quand même un peu perturbé. On ne l'attendait pas forcément aussitôt. Je veux dire, il a fait quelques très bons matchs avec le Racing, tout de suite sélectionné. Est-ce qu'il n'y a pas eu un impact psychologique de ce côté-là? Le mercato au mois de janvier, là, il revient bien. Tant mieux pour le Racing, parce que c'est vrai que l'une des forces de ce Racing, c'est cette défense à 3 qui nous a fait tellement de bien en début de saison avec Jonathan Gradit, Loïc Badé et Medina.
moi, je voulais saluer aussi la prestation de Jonathan Grady qui a été formidable sur ce match-là. On va en parler tout à l'heure, Mamie, de la défense et de Joe. Tiens, le café crème de monsieur, alors on a qui? C'est Eric, hein. Captain, toi, tu veux payer un café crème sur ce match à Tchèque Doucouré? Ouais, parce que moi, j'aime bien ce qu'il fait. Et puis, il confirme de match en match qu'il est l'un des patrons et un joueur quasi incontournable dans ce milieu. Alors après, forcément, il y a Fofana, Cahuzac avec lui. Mais moi, sincèrement, sur ce qu'il fait à son âge, je le trouve très bien. Et puis, il confirme. Donc ça, c'est intéressant parce que tu peux faire des bons matchs et puis après disparaître. Lui, ça fait quand même un moment qu'il est là et les enchaîne, ouais. Et qui prouve qu'il a le niveau largement de la Ligue 1. Il a pris de l'ampleur, hein. Je trouve qu'il a pris de l'ampleur dans cette équipe. Je trouve qu'à un moment, on était plus sur la paire Fofana, Cahuzac incontournable et le petit Doucouré qui va montrer et s'affirmer. Pour moi, aujourd'hui, il est au-dessus de Cahuzac. Moi, j'aurais tendance à aligner Fofana et Doucouré. Bah, en fait, avec Tchèque, en fait, le truc, c'est qu'il enchaîne les matchs et quand l'équipe va pas, lui, il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Quand l'équipe est bonne, il est bon. Et donc, il a une régularité à son âge, comme disait Eric, qui est très intéressante pour Lens. On a un message de Vander qui nous envoie le tweet. Douk, l'homme devenu mi-araignée, mi-aimant. Absolument tous les ballons à proximité sont chippés puis donnés avec intelligence. Il est devenu indispensable, comme ce que pense Sylvain Charlet. Quelle chance d'avoir un jeune joueur avec autant de talent, de maturité dans son jeu. Je pleure déjà son transfert cet été. Est-ce qu'on a des craintes à avoir Rémi Buzine, est-ce qu'on a des craintes là sur le potentiel départ de Tchèque cet été? Parce que forcément, il y a beaucoup de clubs qui vont commencer à le regarder. Évidemment, jeune joueur, fort potentiel, il y aura des offres sûrement extrêmement nombreuses. Enfin, on sait déjà qu'il y a énormément de clubs aujourd'hui qui viennent le regarder dans les tribunes de Bollaert et que des performances comme celle de ce week-end qu'on analyse avec beaucoup de plaisir, les émissaires de clubs européens, ils le voient aussi. Donc, c'est sûr qu'il a une valeur marchande importante. Ça dépendra aussi du classement final du Racing en fin de saison par rapport au fameux droit télé, avec ce qu'on a déjà évoqué, et de voir si le Racing devra faire entrer de l'argent dans les caisses ou pas. Parce que c'est vrai que il y a quelques joueurs comme Medina, Badé ou lui qui seront des fortes valeurs marchandes et il y aura des offres importantes. Et puis il y a aussi la question de se dire, c'est sa 3e saison au plus haut niveau. Est-ce que lui aussi il n'aura pas l'envie d'aller voir ailleurs? C'est une question qui se pose. Autant pour certains qui sont arrivés l'été dernier, on pourrait peut-être essayer de pousser pour qu'il reste. Autant lui, est-ce qu'au bout de 3 ans il n'a pas fait le tour? Ce sera une question qui se posera. Mais je pense que c'est des joueurs comme ça, Cyril. Là, ce que dit Rémi par rapport au transfert, c'est des joueurs comme ça justement il faut leur faire plaisir financièrement. Si tu veux le garder. Moi, je suis pas forcément. Vas-y, Kachu. Non, vas-y, c'est tout ce que je voulais dire par rapport. C'est au niveau financier, je veux dire, parce que voilà, alors il y a le challenge qui va être intéressant, mais si tu lui donnes un bon contrat dès maintenant, n'attends pas que la dernière année ou quelque chose comme ça, parce que tu vas le perdre. Il faut montrer l'intérêt tout de suite, en fait. Ouais, non, mais rebondir sur ce que disait Rémi, moi, je suis pas forcément sûr qu'il va y partir. Aujourd'hui, quand tu vois les résultats, l'importance que prend Lens aujourd'hui dans le championnat, il y a le public qui est pas là, mais la saison prochaine, il sera de nouveau de retour dans un Bollaert plein. Il a tout ce qu'il faut encore pour s'épanouir et progresser. Donc, je suis pas sûr que lui veuille partir. Après, c'est peut-être le marché qui fera que, forcément, par rapport s'il est sollicité par rapport au montant. Mais s'il veut pas partir, lui, il restera à Lens. Et après, comme dit Cud, c'est peut-être le moment de proposer un truc pour qu'il prolonge et le satisfaire aussi financièrement et le sécuriser sportivement. Je pensais surtout à ça au niveau des offres. Oui, non, mais d'accord. S'il y a des offres, ok, d'accord avec toi, Rémi. D'accord. Sylvain Charlet. Pour moi, il y a aussi deux éléments à prendre en compte. On nous dit que le vestiaire vit bien. On a la confirmation. Je veux dire, quand on parle avec les joueurs, tu sens qu'il se passe quelque chose dans cette équipe. Donc, je pense qu'ils auront peut-être envie aussi de continuer à vivre l'aventure ensemble à Bollaert, un vrai Bollaert, tu vois, avec du public, vivre ce qu'ils vivent actuellement, mais avec le public. Et puis, je sais pas, peut-être que tu auras la cerise s'il y a une qualification européenne. Tu peux te dire, tiens, ce serait quand même bien qu'on essaie de vraiment rester ensemble pour vivre ça ensemble. Mais après, vous avez raison, il y a la réalité du marché et il y a la réalité économique de la Ligue 1. Peut-être qu'il y aura des offres impossibles à refuser et peut-être que le club sera contraint de vendre 1 ou 2 éléments. Et c'est vrai que chaque fait partie de cette shortlist.
Est-ce que vous voulez voir les stats de Tchèque Doucouré sur ce match? Non, on s'en fout. Alors, les stats de Doucouré, 5 duels gagnés sur 7, 89% de passes réussies, 70 ballons touchés, 3 interceptions et 2 dégagements pour notre Tchèque Doucouré. Le café crème de Franck Quenru, tu le payes à qui, Franck? Badé. Allez, vas-y, Loïc Badé. Avant, je t'interromps, un petit message de Evan Janson qui, lui, est comme toi. Il le paye aussi à Loïc Badé. Badé, très rassurant dans les relances, costaud défensivement. Il revient tout de suite au top, définitivement un gros crack. Ouais, je pense qu'on a été solide défensivement. Il y a Medina, Badé, j'aurais pu le mettre aussi un des 3 défenseurs centraux, en fait. J'ai juste été un peu, moi, déçu par autre chose, c'est tout. Mais sinon, défensivement, on a été costaud quand même. Les stats de Loïc Badé, 4 duels gagnés, lui, 87% de passes réussies, 112 ballons touchés, une occasion et 4 dégagements. Sylvain, Loïc Badé, le patron de chez Patron. Oui, bah voilà, il confirme lui aussi ce qu'on pensait lui depuis le début de la saison. Ce qui est bien, c'est qu'il a pris son temps pour revenir. Il a manqué 3 matchs, il a fait 2 entrées en sortant du banc sur les 2 derniers matchs. Voilà, il est de retour et c'est juste hallucinant de te dire que ce mec-là, il a quoi? Il a 21 ans. Et aujourd'hui, c'est lui vraiment le patron technique de cette défense. Parce qu'après, il y a aussi, je pense, Joe Grady qui a un rôle aussi important. Et c'est un leader de parole, je pense, dans cette défense à 3. Moi, Loïc Badé, il me scotche à chacune de ses sorties. Rémi Buzine. Et c'est vrai que le rôle de cette défense, on parle beaucoup de Grady et de Medina et de Badé cette saison parce que c'est des recrues, on les découvre et on les voit à un niveau impressionnant. On se rappelle, Loïc Badé, c'était 7 matchs au Havre. Medina, personne ne le connaissait. Mais il ne faut pas oublier aussi l'importance de Jonathan Grady de cette saison, qui est très important et qui a fait un très, très bon match ce week-end. Je veux dire, plein de générosité. On sent que c'est un joueur qui est important dans le vestiaire pour stabiliser aussi la défense. Donc, on a vraiment une défense qui est vraiment très complémentaire. Et le rôle de Jonathan Grady, dont on parle finalement beaucoup moins, est pourtant très important aussi. Et il faut saluer sa saison importante. Et on espère tous d'ailleurs qu'il prolongera rapidement parce que ça fait partie des discussions actuelles vu que lui il est en fin de contrat en 2022 et on espère qu'il prolongera avec le Racing. Là où il est fort, c'est que Grady, c'est peut-être celui qui est le meilleur à la fois dans ce qu'il donne défensivement et offensivement. Moi, il me régale. Offensivement, c'est dingue. Quand il va casser les lignes, quand il va provoquer, je veux dire, moi je me répète, on en a déjà parlé et j'ai eu l'occasion d'en parler avec Jonathan. Il y a un petit peu d'Atalanta Bergame. Quand vous regardez le jeu de l'Atalanta Bergame, moi j'étais fasciné notamment l'été dernier de voir que les centraux, ils amènent de la projection, ils vont casser des lignes et c'est des joueurs qui viennent apporter du surnombre devant la surface de réparation. Et combien de fois on a vu Jonathan Grady aux abords de la surface de réparation? C'est encore arrivé dans ce match-là. C'est le seul qui le fait autant. Mais oui, non, mais c'est des fois, tu te dis, mais il est numéro 9 ou quoi? Tu regardes le match, tu déconnectes 30 secondes, tu regardes, tu vois, il est aux avant-postes et tout, il transperce. Je crois que c'est la perceuse, des fois, c'est ce qu'on dit. Ouais, c'est ça. C'est la perceuse. Non, franchement, c'est super. Et il fait partie aussi de ces joueurs qui ont un parcours atypique, parce que je crois qu'il a 27-28 ans aujourd'hui, et c'est sa 2e saison en Ligue 1, peut-être même première saison complète à ce niveau-là. Donc, ça fait partie des bons coups que le Racing avait fait en matière de recrutement la saison dernière. Moi, je me posais la question de savoir s'il allait pouvoir briller dans la continuité en Ligue 1. Il avait joué à Caen, je pense qu'il avait connu la Ligue 2. Ouais. Il avait connu la Ligue 1 et la descente en Ligue 2. Il avait connu la Ligue 1 et donc descente en Ligue 2. Et voilà, c'était aussi un des points d'interrogation sur les joueurs défensifs. On va terminer cette partie café crème et tête le par derrière avec le classement. Regardez donc Facundo Medina qui intègre ce classement avec le wagon des 1 café comme Ismaël Bourra, Steven Fortes, Jean-Louis Lécart. Et puis, vous le voyez, c'est toujours dominé pour l'instant par Seko Fofana avec 3 cafés crème. On passe au débrief. Lance foot. Le débrief. On va débriefer ce match qui a été, on peut le dire, une purge pour certains. Regardez les stats. 53% de possession de balle pour Lens, 47 pour Rennes. On a 10 tirs chacun, 3 tirs cadrés pour Lens, un seul tir cadré pour Rennes, 524 passes contre 485 du côté du Stade Rennais. Premier tour de table, les copains, oui ou non, est-ce un bon point de l'année face à Rennes? On ne pouvait pas prétendre mieux, oui ou non? Je réponds oui à la première partie de la question. Première question, est-ce un bon point de l'année face à Rennes? Oui. Tour de table. Oui. Franck Quedru. Vu le contexte, oui. Sikora, Eric. Oui. Rémi Buzine.
Oui. Alors, on ne pouvait pas prétendre mieux que ce match nul, selon vous? Après, moi, je ne suis pas d'accord sur la purge. Ouais. Non, mais, Bon. Après, tu as des matchs. Supporter de Lens. Si tu n'es pas supporter de Lens, si tu es juste amateur de ballon et tu t'es mis devant la télé où tu t'es venu écouter France Beneur et Eric Sicora, moi je me dis le mec il s'est endormi. C'était stratégique, c'était fermé, mais sincèrement. Ah, mais Ah, mais vous voulez que des matchs, de Barcelone, non, mais je te dis pas avec ça. 5-4, 5-3 et moi la purge, c'est quand tu vois rien. Quand tu as deux équipes qui s'annihilent au niveau tactique. Eh ben, les coachs, ils ont travaillé pour poser des problèmes à l'équipe adverse et des matchs comme ça peut arriver. Mais de là à dire une purge, sincèrement, il faut arrêter, sans déconner. Mais tout le monde n'est pas fan de ballon et tacticien comme toi. Non, mais moi, je suis fan de ballon. J'ai vu Lens-Marseille 2-2, j'ai vu début. Là, j'ai vu 0-0. Effectivement, tu aurais aimé avoir des buts. Mais quand tu es dans la tribune et que tu regardes le match et que tu vois que tactiquement, que ce soit Lens répond à Rennes et Rennes répond à Lens, et ben voilà, c'est que tu as des matchs comme ça dans la saison. C'est un match de puriste. C'est un match de puriste. Voilà. C'est pas une purge. Moi, je me suis ennuyé. J'ai appris, j'ai vu des choses tactiquement, j'ai vu en effet que ça se répondait. Mais sincèrement, oui, voilà, je me suis ennuyé parce que le football, c'est aussi des actions, des arrêts de gardien, des frappes sur les poteaux, sur la barre transversale. Là, voilà, c'était pas un match comme ça. Je dis pas que c'était une purge, mais moi, c'était un match de l'ennui. Franck Quenru. Alors, je comprends pourquoi tu dis purge en fait, parce que je pense que dans ce match-là, ça manquait de créativité. Il n'y avait pas de. C'était pratiquement tout le temps sur le même rythme. Il n'y a pas eu de changement de rythme aux abords de la surface ou des choses comme ça, ou des petits gestes techniques. Voilà, Exactement. je pense que Sylvain, on en a parlé. Il a manqué un peu de génie, un peu de Kakuta, un peu de trucs comme ça, et je pense que voilà. De notre côté, en tout cas, du côté de Lens. Après, Rennes, je suis déçu aussi parce que franchement, pour un mec. Rennes, hein. Non, mais un mec, des mecs qui ont joué la Champions League, t'attends plus t'attends un plus gros match de la part de Rennes, non? Il joue la Ligue des Champions parce que le championnat il se termine aussi. Hein. Sinon, il reste 7 journées. Je pense pas qu'il joue la Ligue des Champions. Hein. Parce que t'as Lille qui revenait. Tu parles de Lille. Non, mais l'année dernière, je veux dire pour le classement. On parle de Rennes. Tu parles de Lille quand même. Bah, mais c'est eux qui étaient derrière. Je suis obligé de parler du classement. Si le championnat va au bout, c'est peut-être Lille qui passe devant et Rennes ne fait pas la Ligue des Champions. Donc, après, Rennes, au match aller, ils ont pris 2-0. Ils sont arrivés à Lens. Habituellement, c'est très rare qu'ils jouent à 5 derrière. Et ils se sont dit, nous, on va se calquer sur eux, on ne va pas se faire prendre au piège. Et puis, comme l'a dit Code, il te manque aussi un Kakuta pour t'amener les solutions offensives, pour faire mal. Et dans ce match-là, il y a peut-être manqué ça. Mais de là à dire une purge, c'est quand c'est vraiment nul et t'as rien. En fait, si Calumendo il marque ou Silla d'entrée, peut-être que le match est différent, mais t'as pas l'opportunité de marquer, puis le match il reste fermé parce que tout le monde a peur. Ouais, mais bon, avec des si, tu vois. Mais vous me faites rire, vous, avec des si, mais sans déconner. En fait, Avec des si en coupe du bois. Le terme purge. Si ma tante Annabelle, elle s'appellerait mon oncle. Hein. le terme pur, je suis pas d'accord non plus parce que en fait, on a tendance peut-être à s'embourgeoiser parce que cette saison, on vit une saison magnifique et c'est vrai que c'est le premier 0-0 de la saison. C'est avec le Racing, en général, soit tu perds, soit tu gagnes, mais tu as un match où c'est vrai qu'il y a pas mal de buts, il y a du spectacle, il y a des scénarios assez improbables. Tu peux être mené 3-0, revenir à 3-3, etc. Au final, c'est vrai que voilà, on a l'habitude de voir des buts. Ça a été un match, je pense, plutôt tactique au final. Donc, c'est vrai que c'est plus pour des initiés que pour des gens. Voilà, oui, t'as pas de poteau, t'as pas de but, t'as rien. Bon, ouais, t'as un peu d'ennui, mais d'un côté, on peut pas non plus parler de purge. Il y a quand même un équilibre dans tout ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir le Racing dans cette confrontation-là et dans ce résultat-là au final, même au niveau des statistiques. Tu vois que t'as quand même quelque chose qui est un peu plus équilibré que d'habitude, où normalement, t'as un ratio qui est beaucoup plus important en termes de domination. Là, c'était pas le cas. Les Rennais sont venus à Bollaert en copiant donc le schéma tactique du Racing en évoluant en 3-5-2. Est-ce que Lens fait peur, Sylvain? Et bien sûr. C'est bien. Et bien sûr, mais d'ailleurs, Stéphane l'a dit dans son propos d'après-match ou d'avant-match en disant qu'il affrontait un concurrent à l'Europe. Mais c'est le plus beau des compliments pour le Racing Club de Lens samedi. C'est-à-dire que moi, j'écoute souvent aussi Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, ou d'autres entraîneurs qui te disent, et ce sont des Christophe Galtier, il te dit, moi j'ai un système. Qui parle au mercato. Ouais, exactement.
J'ai un système et j'en bouge pas. J'ai un système et j'en bouge pas parce que j'ai des mecs qui s'intègrent dans le système. On répète des gammes toutes les semaines et c'est important qu'on ait ces repères. Donc là, en fait, tu as Stéphane, il bosse depuis des semaines un système et là, il se dit oh là là, attention, lance les couloirs, attention, lance Kakuta. Et encore, ça va, il savait pas que Kakuta jouait pas. Mais en gros, il s'est adapté au Racing Club de Lens. Donc, c'est une récompense pour le travail de Francaise et de ses joueurs, et deux, c'est un manque d'ambition de la part mais vas-y, impose-toi. Qui doit être le patron sur le match? C'est Rennes qui cherche une qualification européenne. C'est Rennes qui a un effectif de dingue par rapport au Racing Club de Lens. Les mecs n'ont rien fait. Alors oui, c'était fermé, mais bien joué de la part du Racing. Les mecs ont copié le système. Francaise s'en est rendu compte à 1 heure du coup d'envoi, quand il a vu la compo comme tout le monde. Et donc, ils ont changé quelques petites choses dans leur façon de jouer, dans leur animation défensive et dans leur animation offensive. Mais voilà, moi, je trouve que les Rennais, ils sont passés à côté, et tant mieux. Et voilà, c'est un cadeau pour le Racing, et c'est aussi une façon de dire, je me répète, chapeau les mecs, vous faites du bon boulot, on respecte. Alors, il y a un sujet qui a beaucoup fait parler les supporters. Eh bien, c'est l'absence de Kakuta. Regardez le message de Gérard qui fait voilà, pour moi, le café crème, c'est quand même Kakuta parce que depuis le début de saison, car quand il n'est pas là, eh bien, ce n'est plus la même équipe. Un Kakuta en forme ce soir et on pouvait gagner. Sommes-nous dépendants de Kakuta pour l'animation offensive? Rémi Buzine. Oui, en fait, on se posait souvent la question. La preuve que oui, c'est-à-dire que sur ce match-là, la créativité de Kakuta, elle nous manque. Peut-être que c'est justement aussi ce qui manquait dans ce match où il n'y a peut-être pas eu de gestes techniques, de créativité, comme on peut voir parfois du côté du Racing. C'est ce qui a manqué. Donc, la réponse, elle est claire. Il y a une Kakuta dépendance. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas Gaël Kakuta, tu ne peux pas gagner un match, mais on voit que dans le jeu, ce n'est pas pareil. Franck et Eric, j'aimerais vous entendre sur une question. Pourquoi avoir choisi, selon vous, pour ce match, de mettre 3 milieux, KU, Doucouré et Fofana, qui ne sont pas vraiment des créateurs ce soir, enfin l'autre soir? Est-ce qu'un Tony Mauricio n'aurait pas pu faire son entrée? Est-ce que... non, Franck? Si, je pense, parce qu'en plus, moi j'étais un des premiers à critiquer Mauricio pour ses rentrées en début de saison. Ouais. Et j'avoue que sur ses dernières rentrées... Il a été bon, il a été influent et avec des passes D. Donc, je l'aurais bien vu avec l'absence de Gaël, franchement, démarrer le match. Ça, c'est clair. Eric? Moi, non. mais tu rigoles, mais en face, tu as Jonas Martin, Bourigeaud, Kamavinga. Ouais. Là, tu as 3 joueurs à Lens qui peuvent défendre et tu as Doucouré et puis Fofana qui peuvent apporter Fofana par ses courses et Tchèque par sa qualité de passe. Et peut-être que si tu joues à 2 avec Mauricio, tu perds un mec au milieu et tu perds le milieu. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas changé son milieu aussi dans le match et qu'il a fait 2 changements, Simon par rapport à Kali et puis Klose par rapport à Michelin. Je pense qu'il a voulu garder son ossature et sa charnière centrale à 3 et son milieu de terrain, justement pour être plus solide et pas prendre 2 buts et garder ce 0-0. Donc, moi, sincèrement, il a voulu être solide et ça lui a réussi. Après, peut-être qu'avec Mauricio, ça aurait été différent. Peut-être que tu aurais gagné, peut-être que tu aurais perdu, mais ça, on ne le sait pas. Et là, son milieu il a été performant. Il a rivalisé avec le milieu rennais. Et puis voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas changé son milieu à la fin, quoi. Ouais, moi, je ne dis pas qu'il a eu tort. Hein. Moi, je dis juste que j'aurais peut-être donné de la chance à Mauricio par rapport à ses prestations quand il est rentré. Sylvain, j'aimerais que tu me dises ce que tu penses de ce message de Damien Watrelot qui écrit Fofana, ça fait plusieurs matchs que ça dure, parfait dans le duel, parfait dans l'élimination, parfait dans la percussion, mais dans la passe, c'est pas ça. Il perd énormément de ballons et du coup, tout son travail en amont ne sert à rien. Il faut quelqu'un absolument à ses côtés. Est-ce que tu es d'accord avec ce message de Damien? Ouais, c'est un peu vrai, c'est un peu dur. Jusqu'à dire caricatural. Ah, t'as des coupures, on t'entend très mal, Sylvain. T'as des coupures. C'est le micro, ça. Ouais. France Le Nord. Franck, le message là de Damien par rapport à Fofana qui apparemment donc a quand même pas mal de déchets en termes de passes, il perd énormément de ballons. Oui, après, s'il fait des passes à côté, il prend aucun risque. Je pense que c'est le rôle de percuter, d'essayer de trouver quand il arrive derrière
à casser la ligne du milieu et à faire face à la défense, de trouver cette passe qui va justement en profondeur. C'est un risque, hein, c'est une passe risquée, donc forcément, tu vas avoir du déchet. Mais quand ça passe, je vois que sur le match d'avant, il en a fait quelques-unes et que Flo, malheureusement, Flo Sotoka avait loupé. Mais bon, je trouve un peu dur cette critique-là avec toute l'énergie qu'il met à chaque fois dans les duels et dans la récup. C'est normal d'avoir de temps en temps un peu de déchets, un manque de lucidité, j'ai envie de dire, pour la dernière passe. Sylvain, est-ce qu'on t'a retrouvé? T'es là? Non, il est toujours pas là, Sylvain. On t'entend pas, mon Sylvain. On va enchaîner, les amis, sur la défense. La défense a été donc énorme, hein. Sans Charbonnet nous envoie un message. Les 3 défenseurs centraux ce soir ont été solides. Très bon match de leur part, sérieux et appliqué. Il suffisait de marquer sur la triple occasion en début de match pour voir un autre match. J'aurais préféré voir le ballon au-dessus que 3 fois de suite sur le gardien. Un message donc là sur la défense. Les 3 là, ils étaient au top, hein. Eric. Ouais, ils ont retrouvé leur complicité à 3 et puis ils reviennent aussi en forme. Medina, on voit qu'il retrouve des cannes et dans les duels, il est bon. Badé, après sa blessure, il confirme le retour. Et puis Gradit, il est à son niveau autant défensif que dans la transition offensive, où il peut casser les lignes et apporter. Donc, ce trio-là, c'est ceux qui ont débuté au début, la première journée. Donc, c'est les 3 qui sont au-dessus et qui confirment leur statut. Et le RC Lens, d'ailleurs, est de retour dans la première partie du classement des défenses, hein. Le clean sheet contre Rennes permet à Lens donc de revenir dans cette première partie de tableau. Le RC Lens, avec 33 buts encaissés, repasse devant Monaco qui a glissé en 11e position avec 35 buts. Et c'est le PSG, hein, qui détient à la fois la meilleure défense et la meilleure attaque. Rémi, tu voulais parler de Jonathan Grady, toi? Ouais, bah justement, c'est la saison qu'il est en train de faire. C'est comme je disais tout à l'heure, on salue énormément les performances de Badé et Medina parce qu'ils sont arrivés au mercato dernier, mais t'as Grady qui a franchi un cap cette année. On se posait tous cette question justement. Il avait qu'une saison pleine et encore en Ligue 1 avec Caen. On savait, il a été perturbé par quelques blessures la saison dernière. Donc comment il allait réussir à franchir ce cap en Ligue 1? Le Racing lui a fait confiance et cette confiance, ils ont bien fait de lui donner parce que on voit que cette année, c'est un joueur qui justement correspond tout à fait à l'état d'esprit du Racing. Il est généreux, il apporte le surnombre offensivement, et ça, c'est quand même, je veux dire, je ne sais pas si on a les chiffres optageants, mais le nombre de kilomètres qu'il parcourt sur le terrain, c'est assez intéressant. Donc, c'est un joueur sur lequel j'espère qu'on pourra continuer à construire l'année prochaine, parce que Medina et Badé vont être très, très sollicités. Gradit, on sait qu'il y a l'idée qu'il soit prolongé et qu'il prolonge. Et ça, je veux dire, c'est au moins important qu'on puisse en conserver un sur les 3 la saison prochaine. Les stats de Joe Gradit face à Rennes: 7 duels gagnés, 84% de passes réussies, 74 ballons touchés, c'est pas mal, hein, 2 interceptions et 2 dégagements. Message de El Hadji Morera qui fait moi j'aimerais faire un tacle par derrière à Michelin pour ses corners, un grand nombre de corners obtenus et un seul à dépasser le premier poteau. Dommage, car dans ce genre de match, ça peut faire la différence. Arnaud, lui, écrit sans hésiter: tacle pour Clément Michelin, manque de précision, trop de centres et corners ratés, et une nouvelle fois, n'apporte rien offensivement, n'essaie pas de faire la différence, joue systématiquement en retrait. Eric, tu es d'accord avec ces 2 supporters qui taclent Clément Michelin ou pas? Ouais, c'était un match un peu plus compliqué pour lui contre Rennes. Déjà contre Marseille, il était sorti à la mi-temps, ouais. Pour un choix tactique. Là, c'était un peu plus compliqué. Beaucoup de déchets dans les centres, surtout que pour lui aussi là, c'est ce qu'on leur demande, d'apporter sur le côté et de mettre des bons ballons devant, parce que tu avais Calumendo, Sotoka et malheureusement les ballons sont pas arrivés. Il a frappé un beau coup franc juste au-dessus de la barre là, enroulé, mais sinon c'est vrai qu'après ça a été un match compliqué pour lui. Sylvain, un mot sur Clément Michelin? Il confirme une chose, c'est que Klaus est le titulaire et qu'il est aujourd'hui, il est vraiment derrière. Il est vraiment derrière Klaus et je trouve qu'il est de plus en plus loin de Jonathan Klaus. Parce que quand Jonathan Klaus entre, offensivement, il se passe 10 000 choses et tu sens que dans l'intensité, dans la vitesse, dans la percussion, Michelin, il est à côté aujourd'hui. Autant à un moment, je trouvais qu'il était revenu au coude à coude avec Jonathan Klaus, et là, il a vraiment clairement perdu du terrain à nouveau.
Oh, j'ai vu la moue de Captain Sico quand t'as dit qu'il venait coude à coude à la hauteur de Jonathan Klaus. Là, tu vois tout, toi. T'es l'envers ou quoi? Captain Sico qui T'as des copains dans le camion, quoi. Toi, t'es pas d'accord, Eric, hein? Non, parce que en fin de compte, on reste sur le match de Monaco qu'il avait fait avec 2 passes d'ess. Après, sa saison, je trouve qu'elle est un peu compliquée. Et Klaus, pour moi, il est au-dessus. Ouais. Tiens, puisqu'on était sur Clément Michelin, c'est vrai que les Pistons, on peut pas dire que Sylla a été énorme non plus. Au vu des prestations de Sylla et l'émergence de Boura et la prolongation de Haïdara, est-ce que vous levez son option d'achat en fin de saison? Petit tour de table. Oui ou non? René Buzine. Moi, je dirais non. Sylvain Charlet. Non. Eric Sicora. Non. Franck Quedru. Non. Non, c'est pas de la moquerie. C'est que moi, c'était mes tacles par derrière aujourd'hui. C'était les latéraux. L'apport des latéraux dans ce match-là était inefficace. Après, Issei Gassila, sur l'ensemble de la saison, il apporte quand même un meilleur niveau que celui qu'on attendait quand même. Hein. Parce que je me souviens que c'était un recrutement très critiqué. Il faut se rappeler qu'il était à Toulouse, qui est relégué, que les supporters de Toulouse se sont foutus de notre gueule quand il est arrivé à Lens. Et finalement, il a eu un début de saison qui était pas mal, mais c'est vrai que là, il est un peu en dedans. Puis c'est un joueur qui est généreux, mais sur la qualité de centre, ça, c'est quand même pas terrible. Donc en termes d'apport du côté décisif, c'est pas dingue. Et quant à l'émergence du petit Boura derrière, il faut peut-être justement laisser un peu de place pour que ce joueur puisse totalement avoir plus de place la saison prochaine. Un mot sur l'aspect offensif, sur l'attaque, les copains. Kalimuendo, on l'a moins vu contre Rennes. Est-ce que Kalimuendo n'est pas plus dangereux en entrant en cours de jeu en espèce de super sub? Non. Non, parce que là, il est victime du système. Il est victime de ce match tactique où, en gros, je vais pas dire que Lens a défendu à 8, mais tu avais quand même une défense à 5. Tu avais 3 milieux qui étaient quand même bien en place devant leur défense et tu n'avais personne pour alimenter, que ce soit Kalimuendo et Sotoka. Je pense que les deux de devant, quoi qu'il arrive, tu peux pas les juger sur ce match-là. Eric? Non, mais moi, j'ai vu faire des appels, Kalimuendo, dans la profondeur. Le problème, c'est que le ballon n'arrivait pas. Donc, et après, tu restes aussi sans Gaël. Et forcément, tu as moins de ballons. Déjà, tes pistons, on les a pas trop vus au niveau des centres. Donc, une solution en moins. Et puis, j'ai trouvé sur ce match-là, par rapport au match précédent, autant avant, quand tu chopais les ballons, tu réussissais à aller vite vers l'avant. Et j'ai trouvé que sur ce match-là, quand on récupérait le ballon, il y avait soit une passe latérale ou une passe négative pour après pouvoir jouer. Alors, est-ce que c'était la peur d'aller vite, de se faire contrer? Et ça peut aussi jouer, parce que même Flo Sotoka, on l'a pas trop vu dans le match. Donc, c'était un match compliqué pour les deux attaquants, même quand Simon est rentré. Mais c'est dû aussi au match, quoi. Ouais, 5 points. Ouais. Et je pense que quand on regarde d'un point de vue statistique, Arnaud Kalimuendo a été plus décisif quand il était titulaire que remplaçant. Je pense. 5 points sur 9. Moi, je pense qu'il a raison, il a levé le sursis comme ça. Ouais. 5 points sur 9, les amis, face à Montpellier, Marseille et Rennes. Une très bonne semaine pour un promu, on peut le dire, Franck. Oui. Magnifique. Oui, tout à fait, c'est clair. Ouais. Regardez le classement. On est donc 6e avec 36 points, 5e Rennes avec 38 points et donc 7e Metz, 35 points. Les derniers, Lanterne Rouge, donc Nîmes, Dijon 19e avec 15 points et donc Nantes, 19 points. Nantes, on va en parler tout à l'heure puisqu'on va les retrouver en Coupe de France. On passe à demander le programme. Lance Foot. Demandez le programme. Alors, prochain match, c'est face à Reims. On se déplace donc chez l'équipe de Reims. Reims qui reste sur une défaite, les amis, face à Lorient. On va regarder les dernières confrontations. 11 matchs joués entre les deux équipes. 3 victoires pour Reims, 4 victoires pour le Racing. 1 victoire à domicile, 2 victoires pour le Racing à domicile. Une équipe qui peut surprendre, capable du meilleur comme du pire. Cette équipe de Reims avec des joueurs de qualité comme Boulaïdia qui crève l'écran cette saison. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous, là, tous les consultants, les forces et les faiblesses de cette équipe de Reims? Qui veut commencer? L'une des forces, c'était Boulaïdia, bien entendu, mais Boulaïdia,
On l'a un petit peu perdu parce que je regardais ses statistiques. Alors, il ne faudrait pas qu'il se réveille ce week-end, mais il n'a plus marqué depuis 5 matchs, en fait. Son dernier but, c'est-à-dire c'était un doublé, c'était le 9 janvier. Bon, après, voilà, c'est une équipe de Reims finalement assez solide, assez solide surtout la saison dernière, mais qui a galéré là, et je pense qu'il va se maintenir finalement sans trop de frayeur. Mais par exemple, derrière, on a eu du mal à remplacer Dizazi qui est parti à Monaco. Faes à côté d'Abdelhamid, c'est vraiment un cran en dessous. Ils ont perdu, en fait, pour moi, en solidité défensive. Et Berisha, par exemple, qui est arrivé cet été, n'est pas encore à plein régime et ça ne permet pas d'équilibrer totalement l'entrejeu de cette équipe de Reims qui est capable de bons matchs, mais qui est capable aussi de sortir des prestations décevantes. Captain, comment tu trouves cette équipe de Reims, toi? C'est une équipe qui est chiante, comme on l'a vu au match aller. À un moment, tu dis, allez, le match, il est plié, puis ils te sortent des trucs et ils passent devant et tu arrives à égaliser à la fin. Mais ça va être un match compliqué parce que on sait très bien que David Guillon, il va sortir un truc pour justement contrecarrer les plans lensois, peut-être moins sortir et peut-être les attendre et travailler dans la transition rapide sur les côtés. Donc, je ne m'attends pas à un match où il va y avoir 50 000 occasions pour Lens, quoi. Ou alors, il faut marquer rapidement pour qu'il y ait des espaces. Mais je sens un match très, très serré. Reims qui sont 14e avec 28 points. Rémi Buzine. Fracture de croissance en fait cette saison. Il faut savoir que Reims, à la base, c'est un exemple pour le Racing en termes de retour en Ligue 1. Ils sont les 2 premières saisons au tableau et là, ils atteignent la Coupe d'Europe et finalement, ils se cassent la gueule dès le début. Et je pense qu'il y a eu un contre-coup psychologique à tout ça. Il y a eu un contre-coup. Ils n'ont pas réussi à se mettre dedans au début de saison. C'était même, je crois même que quand ils arrivaient à Lens, ils étaient relégables. Alors, ils ont réussi à redresser la barre pour avoir un peu de marge de manœuvre. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont 28 points. Ils ont 9 points d'écart avec Nantes qui est barragiste. Donc, ils sont un peu plus sereins pour la suite de la saison. Mais c'est une équipe qui a un peu de mal quand même cette saison et qui est prenable. C'est une équipe qui est quand même assez irrégulière où tu as des joueurs qui confirment par intermittence. On parlait de Boulaïdia qui avait été assez difficile à gérer pour notre défense au match aller, mais depuis, c'est un peu, il confirme pas non plus totalement ce qu'il avait fait la saison dernière. Donc, ça va être un match assez ouvert, ça va être un match plaisant. Je pense que le match qu'on a vécu au match aller, si on enlève le fait d'être supporter du Racing et qu'il fallait pas être cardiaque ce jour-là, c'était un beau match de football et je pense qu'on peut avoir un très beau match de football contre Reims. Regardez la composition donc qu'on vous a faite, la compo de Lens Foot, la compo probable pour ce match face à Reims. Donc on a mis Medina, Badé, Grady qui sont là. Attention, bien évidemment, sous réserve du match de Coupe de France face à Nantes. Fofana, Cahuzac, Klaus et Aïdara sur les côtés en piston, et puis Kakuta donc qui ferait son retour avec Banza en titulaire et Sotoka. Franck, qu'est-ce que tu en penses de cette compo? Elle te convient ou alors tu fais autre chose? Tu mets qui? Oui, déjà, j'aurais changé les 2 latéraux, déjà, c'est sûr. Après, la défense, comme tu dis, les 3, là, s'ils sont bien et qu'il n'y a pas de pépin face à Nantes, tu dis, c'est ça? Ouais, avant donc, s'il n'y a pas de pépin, je pense que cette équipe-là va être reconduite. Et peut-être, justement, il va faire tourner contre Nantes. Eric? Ouais, ça tient la route. Ouais. C'est une équipe, qui peut être sur le papier à Reims. Ça dépend après du match de Nantes, la récup, s'il y en a qui jouent de cette compo-là ou qui récupèrent bien, on verra. Mais ouais, ça peut être une éventualité. Ouais. Et Cahu ne sera pas suspendu? Il n'a pas pris un jaune là Non, je pense pas. Pas contre Reims. Hein. Il ne sera pas suspendu contre Reims. Pas contre Reims? Non, ça sera le match d'après. Ouais. Mais après, toujours une semaine. Il y a une semaine. Okay. Parce que la commission, c'est le jeudi. Ouais, et donc c'est la semaine d'après le mardi. Ouais, voilà, ouais. Tu peux jouer le week-end et c'est le week-end. C'est 10 jours après. Mais sincèrement, la coupe, c'est pas la priorité. Hein. Moi, je pense qu'il va faire tourner. On va en parler, les amis. C'est pas la priorité, je veux dire. Par exemple, c'est l'occasion de donner du temps de jeu à Mauricio. Tu peux mettre dans les couloirs. Si tu décides de mettre ce week-end le petit Bourra, tu mets Aïdara. Voilà, moi je mets Mauricio, je remets peut-être, je sais pas, Banza, je mets Corentin Jean. Ouais. Voilà. Mais ça veut dire que ouais, pour le week-end d'après, par rapport à ce que tu disais, je pense que ouais, la charnière, la défense à 3, elle va revenir. Medina, Grady, Badé, ça confirme que ça va mieux. Moi, je remettrais le petit Bourra avec Klaus forcément. Ouais. Devant, je redonnerais une chance pour débuter à Kalimundo, même si c'est vrai que Banza a marqué quelques points ces dernières semaines, mais je verrais bien Sotoka, Kalimundo et Kakuta. Allez, on passe au jeu des pronostics. Lens Foot.
le jeu des pronostics. 3 consultants ont réussi à marquer, les amis, 1 point en ayant la bonne tendance. C'est donc Sylvain Charlet, Alaïdine Yaya. Et on a qui? On a Johan Lachor qui marque son premier point. Ça y est, dans le classement. Regardez, Guillaume Gillet toujours en tête avec 10 points, suivi de Sylvain Charlet qui passe deuxième tout seul avec 8 points. Troisième, Franck Quedru avec 7 points. Eric Sicora, c'est quatrième, capitaine, avec 6 points. Cinquième, Rémi Cousine, 5 points. Dans le ventre mou. Sixième, Alaïdine Yaya, 3 points. Septième, Walid, 3 points. Et donc, dernier, Johan Lachor qui marque son premier point. Reims-Lens, le pronostic, c'est parti, on y va. Walid, il pronostique 2-0 pour Lens. Guillaume Gillet, lui, il mise sur un match nul, 1-1. Johan Lachor, victoire de Reims, 1-0. Et Alaïdine Yaya, 1-1. Sylvain Charlet. 1-1. Franck Quedru. Franck qui tout dépend, mais tout dépend de l'équipe qui met. Si Gaël il est bien, s'il est là, je pense que Lens va gagner là-bas 2-1. Ok, 2-1. Captain Sico, et quand Captain Sico se détend, les gars, comme ça, avec le bras, avec les deux bras, c'est que non, parce que je sais pas quoi faire. Sincèrement, c'est un match compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué. Moi, je mettrais pas de pari là-dessus déjà, tu vois. Ouais, je mettrais comme que de 2-1, moi. 2-1. 2-1 donc. Et Rémi? 1-0 pour Lens. 1-0 pour Lens. Eh bien, c'est noté. On verra ça dans quelques jours. On passe à l'actu Lens Foot. Alors, cette semaine, au menu de l'actu Lens Foot, le beau geste du boss Joseph Ougourlian. Car on a appris que Joseph Ougourlian a remis la main au portefeuille il y a peu de temps. C'est Sylvain qui a sorti cette info. Explique-nous un petit peu ça, Sylvain Charlet, comment tu as su que le président avait remis la main au portefeuille. Bon, je n'ai pas fait grand-chose. C'est simplement Arnaud Pouille qui avait répondu à une invitation pour venir passer une petite heure sur l'antenne de France Bleu Nord. Donc, il est venu la semaine dernière dans Tribune Nord et on a évoqué tous les sujets, le sportif, la qualité de jeu, l'importance de Francaise. Et puis, on a évoqué l'aspect financier, la volonté des joueurs de baisser leur salaire comme l'ensemble des salariés du club. Et puis, normalement, on lui a quand même dit, voilà, avec les droits TV, la crise sanitaire, qu'en est-il de Joseph? Est-ce qu'il a prévu de faire un nouveau geste? Et c'est là qu'Arnaud Pouille nous a répondu, mais il a déjà fait un geste. Mais oui, il a déjà fait un geste, mais quand? Mais il avait déjà fait, voilà, début janvier, il a remis la main au portefeuille. On lui a demandé combien, et il dit plusieurs millions. Combien? Plusieurs millions. Donc voilà, Joseph Ougourlian a remis la main au porte-monnaie en début d'année et les supporters peuvent le remercier une nouvelle fois parce qu'il a vraiment ce cœur dans la main en tout cas. On a quand même une chance extraordinaire d'avoir Joseph Ougourlian en tant que patron. Les copains, Eric, Rémi. C'est une chance incroyable. On se souvient, il y a un peu moins d'une dizaine d'années où on avait le Crédit Agricole qui avait dû reprendre le club in extremis au moment où il y avait des débats avec Gervais Martel. Aujourd'hui, on a la chance, dans une période où justement tu as les droits télé défaillants, tu n'as plus de billetterie, d'avoir un actionnaire qui est fort et qui est passionné et qui remet l'argent quand il faut. Je veux dire, il faut dire un grand merci aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui un actionnaire. On se dit tout le temps, ouais, ils sont là pour le pognon, etc., etc. Mais aujourd'hui, l'investissement de Joseph Ougourlian à Lens, c'est des pertes, quoi. C'est-à-dire, c'est des années, c'est remettre des chèques, remettre de l'argent à chaque fois pour que ça puisse tenir. Donc, peut-être qu'un jour, ce sera dans l'autre sens et qu'il pourra, gagner un petit peu d'argent. Mais pour l'instant, c'est quand même très compliqué. Et heureusement qu'on l'a pour pouvoir faire en sorte que ça puisse tourner. Puis aussi, saluer quand même tous ceux qui ont fait des efforts. On parlait de l'information de la semaine dernière sur les 2,6 millions. Je veux dire, aujourd'hui, il y a de nombreux clubs de Ligue 1 qui aimeraient pouvoir avoir ce type d'accord-là pour leur permettre de voir plus sereinement. Donc, il y a ce que fait l'investisseur et ce que font aussi les joueurs et les salariés qu'il faut saluer. Avec la baisse de salaire. Officiellement, c'est le seul club où on a une baisse des salaires générale, mais de tous les salariés. Je n'ai pas entendu ailleurs un club qui a communiqué de la même manière. Eric, un mot sur ça, là, sur cette baisse de salaire, sur ce côté encore humain qui ressort de notre club et de son président. Après, ça a toujours été aussi la force de ce club-là. C'est que dans la difficulté, tout le monde comprend, mais il y a une chose, c'est que malgré la baisse de salaire et ce qu'a remis au pot Joseph, imagine si la complication aujourd'hui pour le club de vivre si tu n'as pas ce geste-là et puis tu n'as pas ce patron qui est derrière pour mettre de l'argent. C'est un truc de fou. On a la chance de l'avoir. On a aussi la chance d'avoir des gens au club qui sont intelligents et qui pensent au club
Parce que quand tu es joueur pro, mais quand tu es un salarié, même si tu baisses ton salaire, la différence, elle n'est pas la même. Et là, tu dis que tu es dans un club à part quand même. Ouais. Parce que comme vous l'avez dit, il n'y a que Lens qui a parlé sur ça. Alors peut-être que d'autres l'ont fait, ne l'ont pas dit. Mais aujourd'hui, il n'y a que Lens qui en parle et qui l'a fait. Donc c'est vraiment tirer un grand coup de chapeau à ce club. Parce que c'est un truc extraordinaire qui a été fait de la part de tout le monde. Encore une fois, Lens montre le bel exemple dans le foot français et ça fait plaisir. Autre info dans l'actu Lens Foot sur laquelle on va s'arrêter, c'est le message fort justement qu'envoie la direction avec la prolongation de contrat de Cahuzac, de Leka et de Haïdara. Messieurs, on dit qu'un mercato réussi déjà, c'est de faire en sorte que ces cadres ne partent pas et de les remettre dans des conditions où mentalement, psychologiquement, ils seront bien, donc avec un bon contrat. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais ça ne jouera pas forcément sur ces joueurs-là. Après, c'est important qu'il reste. Hein, je veux dire, clairement, Cahuzac, qu'il soit titulaire ou pas la saison prochaine, il sera très précieux. On sait qu'à Toulouse, la dernière année où il était là, tout le monde saluait son état d'esprit dans le vestiaire. Jean-Louis Leka, il y aura aussi des questions à se poser cette saison ou peut-être celle d'après sur le poste de titulaire ou non. Et Haïdara, c'est vrai que c'est un joueur important de se dire est-ce que de le prolonger, il a réussi à élever son niveau de jeu en Ligue 1 cette année. On sait qu'il avait beaucoup de blessures par le passé avant d'arriver au Racing et c'est une satisfaction aussi. Donc c'est bien de les conserver, hein, c'est très bien. Mais après le mercato, il ne va pas se jouer que sur ça. Je veux dire, les Fofana, les Badé, Medina et autres, c'est là où il va se passer quelque chose. Même Kakuta aussi finalement. Donc il va falloir être costaud sur ces dossiers-là, mais c'est quand même une bonne nouvelle, bien sûr. Franck, ça aurait été ta priorité, toi, de faire signer Cahuzac, Leka et Haïdara ou pas? Et ensuite, j'aimerais entendre Sylvain Charlet sur ce cas. Après, c'est pas les mêmes objectifs. Je pense que quand tu signes ou tu re-signes, tu fais prolonger Cahuzac, Leka et Haïdara, je pense que c'est pas les plus jeunes du groupe. Je pense que c'est ceux qui vont encadrer justement les jeunes du groupe. Et c'est important d'avoir des mecs de vestiaire et des mecs sur qui l'entraîneur peut se reposer. Et donc, je pense que oui, c'est très important de les avoir pour l'année prochaine, pour les futures arrivées. Comme tu dis, il va y avoir des départs avec peut-être Badé, peut-être Medina, je ne sais pas, peut-être les deux, on ne sait pas, peut-être aucun des deux. Mais en attendant, ouais, de sécuriser quelques joueurs cadres, oui, c'est important. Sylvain Charlet, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que je pense que tu vas pas être d'accord. Moi, j'ai mis un bémol parce que j'attends de voir comment ça va se passer dans le vestiaire et comment, je parle de Leka et Cahuzac et comment ils vont se comporter vis-à-vis du groupe. Parce que l'idée, ce sont les boss du vestiaire, capitaine, vice-capitaine. Voilà. S'il y a des boss dans le vestiaire, ce sont ces deux joueurs-là. Ouais. Ce sont les patrons. Donc, il faut qu'ils acceptent à un moment, ce n'est pas pour l'instant, il va falloir à un moment qu'ils acceptent de laisser la place en douceur. Alors, ce sera plus brutal pour le gardien parce que si tu décides de lancer Farinez un jour, il va falloir qu'il enchaîne les matchs. Cahuzac, tu pourras encore lui filer du temps de jeu. J'espère que tout est clair, que tout est bien préparé, que eux sont prêts aussi à gentiment laisser la place et à aider les nouveaux. Alors, je sais que Jean-Louis Leka, par exemple, encadre beaucoup Farinez et que, par exemple, pour lui éviter d'être tout seul pendant les fêtes de fin d'année, il lui a dit, tiens, moi, je suis là, hésite pas, je suis là, on va profiter des fêtes ensemble. Donc, voilà, j'ai pas d'infos, j'ai pas d'éléments, je veux juste être sûr, dans les mois à venir, que tout va se passer dans les règles. Voilà. Et que c'est pas juste des prolongations de contrat, parce que ce sont les boss du vestiaire. Non, mais s'ils sont performants, la question se pose pas. Eric, je pense qu'il y a eu la concurrence et je pense que Franquet il fait jouer les meilleurs, tout simplement. Mais Cahuzac, je ne me fais pas de soucis. À Toulouse, il ne jouait pas avant d'arriver à Lens. Hein. Il a fait 10 matchs dans l'année et à Toulouse, tout le monde disait que l'état d'esprit était irréprochable. Pour Jean-Louis Leka, c'est à voir, mais je pense que son état d'esprit aussi, il a démontré avec ce qu'il fait avec Farinez et ce que t'expliquais, Sylvain, à l'instant. Moi, j'aimerais entendre Captain sur ce sujet-là. Après, il y a peut-être d'autres joueurs qui ont eu des propositions de contrat et où ça réfléchit. Donc, peut-être que pour ces trois joueurs-là, c'est allé beaucoup plus vite. Forcément qu'au milieu, tu as beaucoup de courses et tu as les matchs à répétition. Donc, peut-être pour Cahuzac, ça sera différent. Mais après, concernant Jean-Louis Leka, sur ce qu'il fait en Ligue 1, pour moi, aujourd'hui, il est numéro 1. Donc, s'il fait sa saison, il peut postuler à être de nouveau titulaire l'année prochaine. Après, dans les reconductions de contrat, il y a des discussions aussi entre le coach et les joueurs pour préparer. Donc, à mon avis, toutes les éventualités, elles ont été évoquées. Et
je pense qu'il peut être numéro 1 comme numéro 2 et apprendre. On dit aujourd'hui qu'il est proche de Farinez et qu'il encadre. Donc, il peut aussi avoir ce rôle-là, glisser tout doucement. Mais aujourd'hui, pour moi, la question ne se pose pas. Il est numéro 1, il est performant. Donc, oui, mais c'est l'avenir qui importe là. Parce qu'aujourd'hui, il a préparé l'avenir. Je veux dire, le présent, je ne vais pas dire qu'on s'en moque. S'il est bon, qu'est-ce que tu vas préparer l'avenir? Et je veux dire, on n'est pas. Pour moi, quand tu es dirigeant, là, tu n'es plus dans le jugement de l'instant. Là, c'est bon, tu vas te maintenir. Il faut préparer la saison prochaine. Quelle équipe tu vas mettre? Tu dois anticiper sur d'éventuels recrutements. C'est là-dessus. On les attend. Moi, le cas, il peut rester numéro 1 et tu peux prendre un numéro 2 qui va préparer, qui va jouer tout doucement. Oui, mais Farinez, il va encore attendre ou pas? Il va vouloir encore attendre le minot? Je sais pas dans quel état. Ah, ben là, en fin de saison, ça paraît évident dans son pays. Comme ça. Mais Farinez, il est international, il n'a pas fait un match. Est-ce que lui, à un moment, il va se dire, moi, c'est soit je joue ou je pars. Donc, il ne va pas rester ici indéfiniment et ne pas jouer. Donc, après, voilà. Mais après, de toute façon, ça discute avec Flo Gisolfi, le coach, les joueurs concernés. Donc, à mon avis, tout est carré, quoi. Tu peux pas aujourd'hui te permettre, comme aujourd'hui ça roule très bien. Tu peux pas avoir un petit grain de sable qui va venir foutre le bordel que je veux dire par là, une mauvaise ambiance. Je pense que ça va être carré. Ton propos, il est rassurant. Voilà, c'est bien si ça fonctionne comme ça, parce que vous savez tous que parfois dans les clubs, la manière de recruter, c'est du grand n'importe quoi. Ah, mais aujourd'hui, tu prends Lens, c'est pas du grand n'importe quoi. Mais ça, non, mais c'est ce que je dis. On a prouvé le contraire. Oui, voilà. Mais tant mieux. Si vous me dites que c'est comme ça, c'est très très bien. Moi, j'ai pas d'infos qui viennent de l'interne, mais ce que je veux dire, par expérience dans d'autres clubs, parfois j'ai vu fonctionner des agents et des directeurs sportifs. C'était du grand n'importe quoi pour recruter un mec. Il y avait pas de travail en amont et tout. Donc tant mieux. Continuons vraiment dans ce club à travailler de cette manière-là, dans l'anticipation. Et pour moi, aujourd'hui, c'est hyper important de déjà préparer la saison prochaine. Mais voilà, je pense on aura l'occasion, bien évidemment, d'en reparler. J'aimerais qu'on termine 2 minutes, pas plus, sur un petit mot sur la Coupe de France. 32e de finale face à Nantes. Faut-il en profiter pour faire tourner? C'est la question qu'on a posée aux supporters sur les réseaux sociaux, sur les comptes officiels de Lens Foot. Regardez, on a donc proposé, est-ce qu'on fait jouer l'équipe type? Est-ce qu'on fait un léger turnover ou est-ce qu'on fait un turnover complet? Eh bien, c'est le turnover complet qui l'emporte. C'est très serré, 53%. Léger turnover, 42%. Et l'équipe type face à Nantes, 5%. Petit tour de table. Messieurs, vous faites quoi face à Nantes? Léger turnover complet. Franck Quedru. Non, moi, je garde quand même une base défensive qui a l'habitude de jouer. Après, pour ceux qui, offensivement, il faut donner du temps de jeu à ceux qui ne jouent vraiment pas beaucoup, en fait. Donc, léger turnover. Voilà. Non, parce que léger, c'est ceux qui jouent d'habitude et qui tournent d'habitude. Là, tu fais carrément un changement. Moi, je mettrais Corentin Jean titulaire, Mauricio titulaire, tout ça. Tu les fais jouer offensivement. C'est un tour de table. Rémi Buzine. J'ai pris 30 secondes. Léger turnover ou turnover complet? Je dirais l'entre-deux, en fait. J'en changerais pas. Ça la scie, Cora. Dis léger ou complet. Commence pas, là, merde. Eric Sicora. Écoute, moi, je pense que. Non, je sais pas. Il faut garder une base comme Cud. Bon, regardez. Sylvain Charlet, excuse-moi, je t'ai pas donné. Léger turnover. Suite donc à la réponse de ce sondage, nous on s'est amusé à imaginer une compo pour ce tour de Coupe de France et on termine sur ça. Vous me dites ce que vous en pensez. Donc on met Farinez. On va le tester, le minot. Farinez. Il joue, je crois, lui. Il va jouer. Je crois que j'ai vu ça dans la presse. Ouais. Alors Farinez. Ensuite on met Diallo, Fortes. Et puis on met le petit. Pourquoi tu ris comme ça? Et ensuite on met le petit Louveau. Toi tu le connais bien, Eric Louveau? Non, mais là, t'as fumé pour faire ta compo ou quoi? Mais non, attends, laisse-moi finir. Michelin, Mauricio, Dacosta Bourin, Oudjani. Et devant, mais Corentin Jean. Avec ta composition, Rémi s'est barré. Ouais. T'as eu raison, Rémi. La composition, elle était dégueulasse. Écoute-moi bien. Non, je me suis barré. T'es barré, t'as eu raison. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai failli faire pareil. No comment. Merci beaucoup. Messieurs, merci.
Moi, je pensais qu'il allait avoir cut dans la compo, tu vois. Je pensais qu'il allait remonter un peu plus J'imagine, loin, j'ai tu vois. failli jouer, moi. Attaquant. Une charnière Sénac que de rue. Avec deux monts piston droit. On se retrouve très bientôt. Merci d'être encore une fois de plus en plus nombreux sur Lance-Foot. N'oubliez pas, c'est important pour que la famille s'agrandisse. Vous cliquez et vous abonnez sur la chaîne YouTube et on se revoit bien évidemment sur lensois.com. On va se quitter avec bien évidemment ceci. Eh oui. Sur le maillot. Voilà. Non mais blague à part, Qu'est-ce qui se passe? Non mais je veux pas que tu le remettras après. Mais la semaine dernière, tu as parlé du petit Andreas et il a subi des examens et dire que ça s'est bien passé. Et voilà, tout s'est bien passé et dire qu'on est toujours derrière lui et qu'on l'encourage et qu'on pense fort à lui. Ouais. On est tous avec toi, Andrea. Ouais. Maintenant, tu peux remettre ma chanson. Peut-être qu'il va rigoler et ça va lui donner encore plus d'envie de se battre. Et bon, on remet la chanson et on fait un gros bisou à Andreas. Merci les copains. Allez, je raccroche. Hein. Au revoir. Ouais, j'entends plus rien. Je suis dans un tunnel. Non, c'est pas grave. Oui, je crois que c'est là. Mais bon, moi, j'ai tenté. J'étais meilleur sur le terrain quand même que chanteur. Allez, meilleur sur le terrain que chanteur. Allez, passez une belle journée, une belle semaine.